Un adolescent reçoit en héritage une grosse somme d'argent. Mais ce n'est pas suffisant pour assouvir ses désirs les plus tordus. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais jumelé à une amie toxicomane, on obtient vite une alliance meurtrière. Atala, en Alabama, est une petite ville ouvrière tranquille, sise en plein cœur de la ceinture biblique des États-Unis. Comme la plupart des communautés du Sud, elle est remplie d'adolescents qui veulent se détendre et s'amuser. Au printemps 2008, Nathan Lee, 19 ans, est le centre d'attention des jeunes de la ville. Nathan a hérité de la fortune de son père et il est le plus jeune riche des parages. C'est une sorte de Peter Pan avec une allocation de dépenses. Mais ceci n'est pas un conte de fées. Avec tout cet argent et cette maison, sans adulte pour le superviser, c'était destiné au désastre. Il est le seul héritier d'une grande maison, d'un immense terrain et d'un fonds de fiducie. C'est toujours la fête dans la maison de Nathan. C'est un va-et-vient constant, ce qui prouve que même l'amitié s'achète. Tout va bien tant que tout le monde respecte la règle d'or de Nathan. Celui qui paie décide de tout. Nathan Lee est comme l'enfant qui a une piscine dans le quartier. Tout le monde veut être ami avec lui pour profiter de sa piscine, mais pas nécessairement parce qu'il est aimé. Son voisin Blake Stone, 15 ans, est un de ceux qui veulent s'attirer ses faveurs. Blake! What are you doing, bro? Mais Nathan le trouve trop jeune et insignifiant. Dude, what are you doing here? Get out of here, go! Troy Smiley, 22 ans, a plus de chance. Il est aussi attiré par la personnalité et l'argent de Nathan. Mais lui parvient à s'immiscer dans son cercle intime. Troy Smiley était toujours chez Nathan Lee. Il n'y avait pas de parents dans les environs, alors il pouvait faire ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de règles. Troy Smiley était un garçon ordinaire et discret, comme ceux dont on ne se souvient pas très bien en feuilletant un album de finissant. Troy éprouvait des difficultés à l'école, et c'était la même chose en tant que journalier. Le monde scintillant de Nathan est très attirant. Nathan est aux anges, bien loin de son enfance malheureuse. Ses parents ont divorcé quand il était tout petit, et sa mère l'a délaissé. Il a grandi avec son père, un anesthésiologiste prospère et très occupé. Il a succombé à un cancer quand Nathan avait 15 ans. Et c'est lui qui a trouvé le corps de son père. C'est une expérience traumatisante à tous les niveaux, qui a probablement beaucoup influencé son comportement. Nathan emménage chez des parents. Il a été élevé par sa tante et son oncle. Mais l'amour de ceux-ci n'était pas suffisant pour combler le vide laissé par l'absence de ses parents. Il était bizarre. Dès l'âge de 4 ans, il était bizarre. Sur chacune de ses photos, même quand il était petit, Nathan levait la main pour ne pas être photographié. Il grognait et il avait toujours l'air misérable. Certaines personnes intériorisent tout. Elles deviennent introverties et même déprimées. Mais certains enfants peuvent devenir violents et agressifs. Ils peuvent se révolter contre leur père. Chaque cas est différent. Tout ce qui reste à Nathan, c'est l'important héritage qui l'attend dès qu'il aura 18 ans. Il ne laissera rien se dresser entre lui et son magot. Il doit donc jouer le gentil garçon pendant encore 2 ans. Une des choses que Nathan a vite apprises, c'est que s'il réussissait bien à l'école, il ne serait pas importuné et il pourrait conserver son indépendance. Nathan excellait dans l'art de la supercherie. Il avait 2 visages et il pouvait attirer les gens vers lui pour ensuite devenir très dangereux.
Il était très extraverti et aimable. Il était toujours prêt à aider. Il faisait tout son possible. Nathaniel Lee était le vice-président de sa classe et il avait été élu élève le plus fiable. Mais Nathan cache un côté sombre qu'il révèle seulement dans son journal intime. Le portrait qu'on peut tirer de Nathan à partir de son journal témoigne de toute la rage qu'il ressentait. À l'école, il intimidait les autres élèves et chaque fois, il se sentait encore plus puissant. On a trouvé une lettre qu'il avait envoyée à sa petite amie dans laquelle il menaçait de tuer son ex, juste parce qu'il lui avait parlé. Donc, le vice-président de sa classe, apprécié de ses pairs et des enseignants, éprouvait aussi du plaisir à menacer le copain de quelqu'un. Ce n'est pas un comportement normal. C'est typique des sociopathes. Les gens aiment Nathan parce qu'ils aiment l'image qu'il veut bien projeter. Mais il n'était pas comme ça. Pas du tout. Dès qu'il atteint l'âge de 18 ans, Nathan quitte la maison de son oncle et de sa tante et laisse tomber son masque pour donner libre cours à sa rage refoulée. Avec son meilleur ami Troy Smiley, ils passent leur journée à s'amuser avec ses nouveaux jouets. Nathaniel Lee avait beaucoup d'armes à feu et il les utilisait souvent. Sa propriété était un vrai champ de tir. Il y avait des douilles de balles partout. Parfois, on avait l'impression que c'était la guerre là-bas. Les coups de feu se succédaient sans arrêt. Les voisins de Nathan craignent que ces passe-temps soient les signes précurseurs d'une personnalité psychotique. C'était connu qu'il aimait torturer les animaux et peut-être même les tuer. Quand il y a beaucoup d'instabilité, ça augmente les risques qu'un membre de la famille ait par la suite des problèmes. What happened? He growled at me. I had to put him down. La douleur psychologique liée à l'absence de sa mère l'a peut-être coupé de ses émotions. Son compagnon Troy Smiley a l'esprit tout aussi tordu que lui. Troy a un travail sans avenir, et avant de rencontrer Nathan, il ne savait que voler de la drogue et se défoncer. Il avait déjà été arrêté pour possession de morphine. Sa vie était en train de dérailler, et maintenant qu'il a rencontré Nathan, la catastrophe annoncée est imminente. Troy avait assez de charisme et il était assez rusé pour intéresser Nathan, pour se lier d'amitié avec lui et pour profiter de la situation. Troy est heureux d'aider Nathan à dépenser son argent. En retour, Nathan gagne un partenaire pour ses petits jeux tordus. Nathan a son compagnon de jeu et Troy se sent valorisé en plus d'avoir trouvé quelqu'un pour lui acheter de la drogue. Smiley admire et peut-être même qu'il envie l'indépendance et la liberté dont jouit Nathan. Tant que Nathan Lee est là, il a un endroit où rester, il a de l'argent pour la drogue et il a un compagnon de tir. Lee et Smiley se lancent dans une relation symbiotique et destructrice. Hold our hands over the candle, and whoever pulls away first has to take a shot. Go. Come on, pull away. You want to pull away? You want to pull away. I know you want to. Ow! Mais ils en viennent à se lasser de leur petit jeu. Les deux délinquants ont envie de vivre une nouvelle expérience. Je crois que Nathaniel Lee était un jeune homme qui avait malheureusement trop d'argent et trop de temps libre. Il a commencé à faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Que reste-t-il à faire quand on a toutes les armes et toute la drogue dont on a besoin? Nathan Lee et Troy Smiley se sont demandé si ce serait amusant de tuer quelqu'un. Ses meilleurs amis se sont donc lancés dans un jeu des plus dangereux. Hey. À Attala, en Alabama,
Nathan Lee mène une vie de star. À 19 ans, il a sa propre maison, un tas d'argent, et il profite pleinement de la vie. Or, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Comme Nathan est riche à craquer, tout le monde veut être son ami. Mais le jeune Blake Stone est différent. Ce n'est pas la fortune de Nathan qui l'intéresse. Il admire tout simplement son voisin. Blake Stone était un adolescent de 15 ans comme les autres. Il mesurait presque 1,90 m. Il avait de grands yeux bleus et il aimait la compagnie des autres. Il était très attentionné. Blake adorait aller chez Nathan. Il pensait qu'il faisait partie de sa bande et qu'ils étaient amis. Pour lui, c'était enivrant de se tenir avec ces personnes plus âgées qui pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient. Donc, ce jeune garçon influençable est tombé sous le charme de jeunes plus dangereux. Lynn Stone, la belle-mère de Blake, n'aime pas le voir se tenir avec le délinquant du quartier. J'avais des réserves quant aux visites de Blake chez Nathan. Je n'aimais pas ce qui s'y passait et je trouvais que Nathan était trop vieux pour Blake. Elle n'est pas la seule. Blake souffre de déficit de l'attention avec hyperactivité et ses manies agacent Nathan. Il devient la victime favorite des jeux sadiques du jeune héritier. L'intimidation exercée par Nathan était très subtile. Si subtile qu'il n'est pas perçu comme étant quelqu'un de menaçant. Blake avait un chien qu'un voisin lui avait donné. Ils étaient inséparables. Il suivait Blake partout. Il s'appelait Sarge. Pour tourmenter Blake, Nathan décide de s'amuser un peu aux dépens de Sarge. Nathan torture les animaux. Alors qui sait jusqu'où il pourrait aller? Stop, Nathan! Seriously, he doesn't like it! Dude, shut up. Stop, you're hurting him! Sa cruauté émerge et il la dirige sur quelque chose et sur quelqu'un qu'il connaît, et non sur un animal trouvé au hasard. Avant que Nathan tue son chien, Blake agrippe Sarge et court chez lui. Nathan Lee semblait éprouver du plaisir à voir un être vivant souffrir. Sarge s'en sort, mais il est grièvement blessé. L'œil de Sarge était sorti de son orbite. Je lui ai demandé ce qui était arrivé et il a dit qu'un cheval l'avait rué. Mais le vétérinaire a dit que c'était quelque chose qui pouvait arriver quand on étranglait un chien. Je savais qu'il était allé chez Nathan. Et quand j'en ai reparlé avec Blake, il a admis que c'était Nathan qui avait agrippé Sarge par le cou. Même si Nathan a failli tuer son chien, Blake refuse de dénoncer ce voisin qu'il admire tant. Blake vénérait Nathan. Il l'admirait tellement qu'il était prêt à le protéger. Il ne réalisait pas qu'il n'était pas à sa place là-bas. La belle-mère de Blake craint l'emprise de Nathan sur son beau-fils. Elle croit qu'il est temps d'avoir une bonne discussion avec le jeune héritier. Il ne savait pas pourquoi il voulait tant se tenir avec lui. Ils étaient tous plus âgés et il n'avait que 15 ans. Il a dit qu'il ne voulait pas le décevoir, mais s'il le revoyait chez lui, il ne voulait pas avoir à lui tirer dessus. Ça m'a donné des frissons. Il ne voulait pas le décevoir, mais il était prêt à tirer dessus. Je crois que Nathan exagérait pour voir la réaction des gens. Il cherchait l'élément déclencheur qui viendrait de l'extérieur. Sa soif de pouvoir prenait de plus en plus d'ampleur. Malgré tout, la belle-mère de Blake essaie de négocier avec ce maniaque. J'étais tellement en colère. Je lui ai dit qu'on demanderait à Blake de ne plus aller chez lui. Mais s'il le voyait passer sur sa propriété, il n'avait qu'à nous appeler ou à appeler le shérif. Il n'avait pas à lui tirer dessus. Lynn ordonne à Blake de ne plus retourner chez Nathan.
Blake Stone était triste d'apprendre qu'il ne pourrait plus aller chez Nathan Lee. C'était une grande perte pour lui, parce que même s'il s'était passé des choses désagréables là-bas, ça piquait sa curiosité. Ce n'est pas une dynamique inhabituelle chez les garçons adolescents, qui sont souvent attirés par le danger. Nathan en a assez de Blake Stone, mais tout va à merveille avec son ami Troy Smiley. À la recherche de sensations fortes, Nathan lance l'idée d'assassiner quelqu'un. L'idée excite Troy, mais elle le rend aussi nerveux. Il sait qu'il serait perçu comme étant faible et vulnérable s'il refusait. Il reste fort et il s'identifie à Nathan Lee pour ressentir sa puissance. Même si Smiley n'avait pas voulu le suivre, il ne voulait pas perdre l'amitié de Lee et tous les avantages qui en découlaient. Troy embarque. Il est permis de croire que chacun de leur côté, ils ne l'auraient jamais fait et leur fantasme ne se serait jamais réalisé. Mais dès qu'on verbalise un fantasme, on s'approche de sa réalisation. Il voulait savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un et regarder dans ses yeux pendant qu'il mourait. Les liens de Troy avec des trafiquants de drogue s'avèrent utiles. Les deux amis ne veulent pas utiliser une arme enregistrée, alors ils en achètent une dans la rue. Ils acquièrent un pistolet qui ne permettrait pas de les identifier. Ils ont maintenant l'arme du crime entre leurs mains. La chasse commence. This area is perfect. There's like no one out here. Guess we could just like shoot them and go. What's this? I think we got something. All right, cool. Hey, go. Or, trouver une victime anonyme et isolée n'est pas aussi facile qu'ils le croyaient. La recherche d'une victime est frustrante pour Lee et Smiley. Probablement que cela a amplifié leur désir de tuer. Ils voulaient le faire immédiatement et ça les a rendus plus ténébreux, plus impulsifs et plus violents. Ils en sont peut-être venus à se dire « Choisissons quelqu'un que nous connaissons pour pouvoir prendre notre temps. » Nathan Lee veut tuer. Et son choix s'arrête sur quelqu'un qui vit juste de l'autre côté de la rue. Blake Stone. Ils pourraient facilement l'attirer chez eux parce qu'il leur rendait souvent visite. Blake est la victime idéale pour Lee et Smiley. Ils ont enfin trouvé un jeu auquel ils veulent jouer avec leurs voisins. Ta-da! What? Yeah, dude. Where'd you get that? Nathan Lee et son complice, Troy Smiley, sont prêts à commettre l'impensable. Ils ont un pistolet et leur cible sera Blake Stone, 15 ans, le voisin de Nathan. Blake Stone était attiré vers eux. Il semblait même leur faire confiance. Il faisait tout ce qu'il lui demandait de faire, alors il pouvait créer les conditions idéales pour leur projet. Blake avait un déficit de l'attention. Il avait 15 ans, ses hormones étaient au maximum et il était hyperactif. Ils cherchaient leur attention et leur approbation. Et c'est justement cette dépendance qu'eux détestaient. C'est ce qui leur permet de le voir comme étant la victime idéale. Hey, Nathan. What's up, dude? Hey, man, why haven't you been by the house lately? Nathan sait que Blake n'a plus le droit d'aller chez lui. Mais il sait aussi que son voisin ne pourra pas résister s'il l'invite. Okay, cool. I'll come by later. À ce moment, le fantasme rencontre la réalité et chaque instant qui passe les rapproche de leur objectif. Quand Nathan Lee invite Blake chez lui avec Smiley, il se lance dans un jeu du chat et de la souris. Et c'est ce qui lui plaît. Étonnamment, Blake ne saute pas sur son invitation. Blake tient beaucoup à Nathan, mais il y a maintenant quelqu'un de plus important dans sa vie. Sa nouvelle petite amie, Michelle. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Ce rendez-vous stressait beaucoup Blake. Ce qui inquiétait Blake le plus à ce moment-là, c'était de savoir s'il allait lui dire qu'il l'aimait.
Il était environ midi. Il voulait que je le conduise à son rendez-vous à la pizzeria. Lynn demande à Blake de ranger sa chambre avant d'aller voir Michelle. Le jeune amoureux ne peut pas attendre aussi longtemps. Il s'est mis en colère. Et il a dit qu'il devait partir maintenant. Je lui ai dit qu'il lui restait encore 2h30. Puis il a fait comme tous les autres enfants. Il a claqué la porte en maugréant qu'il ne pouvait jamais faire ce qu'il voulait. Décidé à se rendre en ville, Blake fuit la maison pour aller demander de l'aide à la personne qui saura le comprendre. Nathan accepte immédiatement la demande de Blake, mais il impose une condition. Il veut que Blake vienne tirer quelques coups avec lui et son ami Troy. Blake accepte. Nathan et Troy sont sur le point de réaliser leur fantasme tordu. Dès que Lee et Smiley décident qu'ils vont le tuer, l'excitation devient presque intolérable. Ils parviennent difficilement à se contenir plus longtemps. Mais ils ne sont pas pressés, car ils veulent savourer chaque instant du geste morbide qu'ils s'apprêtent à commettre. Ces deux garçons méprisent les faibles et ils aiment s'en prendre aux plus démunis. Blake Stone n'était plus qu'un objet pour eux. Ce n'était plus un être humain. Pendant qu'ils flânent sur le terrain, le duo machiavélique mène Blake plus profondément dans les bois. Puis, sans prévenir, une balle lui siffle aux oreilles. Blake a eu peur. Il voulait lui annoncer ce qui s'en venait. Nathan ne veut pas seulement le tuer. Il veut que sa victime frémisse en réalisant que son heure est venue. Il n'a eu besoin que d'une balle pour tuer Blake. Les frères d'armes se réjouissent de leur méfait. Lee semble avoir retiré du plaisir de l'action d'appuyer sur la détente et de commettre le meurtre. Smiley, quant à lui, a pris du plaisir à regarder Blake Stone mourir. Nathan et Troy ressentent exactement ce qu'ils recherchaient en regardant Blake se vider de son sang. Ils trouvent un endroit isolé loin de la maison de Nathan pour enterrer le cadavre de Blake. Pour masquer l'odeur de décomposition, ils recouvrent son corps de chaux. Chez les Stone, Lynn est prête à aller conduire son beau-fils à son premier rendez-vous amoureux. Mais quand elle entre dans sa chambre, Blake n'y est plus. J'ai cherché partout dans la maison, puis je me suis dit qu'il devait être allé chez Nathan. L'heure de son rendez-vous approchait, alors je suis allée chez Nathan. Sa camionnette était sous l'abri d'auto. J'ai frappé à sa porte, mais il n'y a pas eu de réponse. Alors je suis retournée chez moi. Plus tard dans la journée, Lynn et Jeff, le père de Blake, retournent chez Nathan. Blake n'est toujours pas revenu et il commence à s'inquiéter. Son camion n'était pas au même endroit. Alors je savais qu'il était là. On a frappé à la porte, mais toujours pas de réponse. Nous sommes repartis, puis c'est à ce moment que j'ai vu Sarge, le chien de Blake. J'ai alors crié « Il est de retour, Dieu merci !» Quand nous sommes rentrés, j'étais confuse, parce que Blake et Sarge étaient inséparables. Ça n'avait aucun sens. Les heures passent et toujours aucun signe de Blake. Nous avons commencé à le chercher partout en ville. Nous sommes allés chez des amis et nous avons parcouru tout le quartier. Mort d'inquiétude,
Lynn et Jeff signalent sa disparition au bureau du shérif. Ils étaient ravagés par son absence. L'inconnu leur brisait le cœur. Nous ne pouvions plus dormir. Nous savions que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas normal qu'ils disparaissent comme ça. Le bureau du shérif quadrille la petite ville du Sud. Plusieurs personnes ont fouillé les bois en VTT. Ils ont fouillé partout dans cette communauté et ils n'ont rien trouvé. Lynn demande aux policiers d'interroger Nathan Lee. Elle leur révèle qu'il avait déjà menacé de tirer sur son beau-fils. Mais Nathan a prévu le coup et il est prêt. Nathan a admis que Blake était allé le voir pour lui demander d'aller le reconduire à la pizzeria pour y rejoindre sa petite amie, parce que sa mère ne voulait pas. Nathan prétend que lui et Troy sont allés reconduire Blake à son rendez-vous. Il tente ensuite de brouiller les pistes et d'identifier un faux suspect. Il affirme que Blake et sa belle-mère Lynn se disputaient constamment. Le policier note sa déclaration et se laisse prendre à son jeu. Nathan n'est pas suspecté. Ils n'ont trouvé aucune preuve d'un quelconque méfait et rien pour justifier une perquisition. Les recherches continuent. Les jours deviennent des semaines. Les parents vivent dans la douleur et l'anxiété. Ils étaient tourmentés jour et nuit. Ils ignoraient s'il était toujours vivant ou s'il était mort. S'il était en vie, où était-il? Imaginez le cauchemar qu'ils ont dû vivre. Chaque jour, ils prenaient la route et ils devaient se demander s'il était là ou ailleurs. Le fait de ne pas savoir devait les déchirer à l'intérieur. Ils ont tout essayé. Les enquêteurs ont cherché partout et personne ne pouvait le trouver. Il avait disparu. Une lueur d'espoir surgit quand un informateur anonyme prétend avoir vu Blake. Mais ces nouvelles pistes ne donnent rien de plus. Les enquêteurs ignorent que certains de ces appels sont faits par Nathan Lee et Troy Smiley, qui prennent un plaisir pervers à s'amuser à leurs dépens. Le fait que Lee et Smiley puissent leur donner de faux indices accentue davantage la cruauté de leur crime. Puis, coup de théâtre. Après des mois d'enquête, la police identifie un nouveau suspect. Ils m'ont demandé de revenir sur les événements de la journée et à la fin, l'enquêteur s'est avancé et il m'a dit qu'il croyait que j'étais tellement en colère contre Blake que je l'avais tué accidentellement et que je l'avais enterré quelque part sur ma propriété. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Lynn devient la principale suspecte, la méchante belle-mère d'un conte cruel, inventé de toutes pièces. Un mois après le meurtre de Blake Stone, commis par Nathan Lee et Troy Smiley, les coupables ont réussi à échapper aux autorités et à faire peser sur Lynn, la belle-mère dévastée de Blake, les soupçons des policiers. Lynn a vécu beaucoup de tourments. Elle entendait tous les habitants de sa propre ville qui la soupçonnaient d'avoir tué son propre enfant. Sous le couvert de l'anonymat, Nathan et Troy continuent de lancer le shérif sur de fausses pistes qui pointent toujours vers Lynn. Il parlait aux gens et il leur racontait des mensonges à mon sujet. Il les a manipulés et il a dirigé tous les soupçons vers moi. Nathan et Troy nous ont approchés quelquefois, mon mari et moi, pour nous aider à chercher Blake. Nathan souriait et les deux étaient toujours prêts à nous aider. Les soupçons se répandent comme une traînée de poudre et Lynn est vite condamnée. Les commérages des gens, les insinuations de la presse,
et toutes ces fausses accusations ont ruiné ma vie. Malgré la grogne qui s'intensifiait, les parents de Blake demeurent déterminés. Ils vont retrouver leur fils coûte que coûte. Lynn et Jeff Stone connaissent bien les esprits tordus des criminels. Elle est psychologue clinicienne et lui fait partie de l'équipe médicale d'une prison à sécurité maximale. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Je voulais résoudre cette énigme. Nous avons mis des photos de Blake partout, dans les écoles, dans les commerces, partout. Mais les véritables tueurs font tout pour saboter leurs efforts. Smiley et Lee se sentent invincibles. Ils commencent à croire qu'ils vont s'en sortir. Les Stones sont soupçonnés par leur communauté depuis des semaines et les enquêteurs se méfient d'eux. Il leur reste bien peu d'espoir et ils ont besoin d'aide. C'est alors que se manifeste le détective privé Philip Hollingsworth. Il a entendu leur histoire et il les croit. Les Stones ne nous ont pas demandé de les aider. Nous nous sommes portés volontaires. Dans une situation comme celle-là, toute aide est la bienvenue. En discutant avec Lynn, on avait l'impression que le bureau du shérif ne faisait pas tout ce qu'il pouvait pour tenter d'élucider ce mystère. Il se concentrait surtout sur elle et il n'interrogeait personne d'autre. On ne peut pas trouver ce qui est arrivé à quelqu'un en ne s'attardant qu'à une seule personne. Il faut élargir les recherches. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Hollingsworth fait ce que les enquêteurs n'ont pas fait. Il met de la pression sur Nathan Lee et Troy Smiley. Il leur rend une visite impromptue. Nathan continue de jouer le jeu et il l'invite à rentrer. Il réitère qu'il est prêt à tout pour les aider. Il joue avec le détective. Ce petit jeu du chat et de la souris le valorise. J'ai d'abord demandé à Nathan si Blake était venu chez lui cette journée-là. Il a répondu oui. Puis je lui ai demandé ce qu'ils avaient fait. Il a dit qu'ils avaient joué quelques parties de billard. Nathan répète la même chose qu'il avait dit au shérif. Lui et Troy étaient allés reconduire Blake le jour de sa disparition. Hollingsworth rend ensuite visite à Troy et l'histoire prend une nouvelle tournure. Il a dit que Nathan l'avait reconduit seul. Il n'était pas là cette journée-là. Leurs histoires diffèrent. Hollingsworth saute sur l'occasion. Nous étions de plus en plus convaincus que Blake n'avait jamais quitté la maison de Nathan. Quelque chose était arrivé là. Le détective retourne chez Nathan et le confronte aux faits. Je lui ai dit que certains bouts de son histoire ne correspondaient pas à celle de Smiley. Nathan hésite et Hollingsworth le soupçonne de lui mentir. Il lui demande s'il peut à nouveau fouiller sa propriété. Il m'a dit que je devais rester à l'avant de la maison. Hollingsworth ne trouve rien, mais il est convaincu que Nathan est le meurtrier. Les yeux de Lee étaient très sombres et ses mains étaient très froides. On avait l'impression de serrer la main du diable quand on lui donnait la main. Lynn et Jeff Stone demandent à rencontrer le shérif pour que Hollingsworth puisse lui faire part de ses découvertes. L'enquêteur m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit que j'avais interrogé Nathan à 2 reprises, ainsi que Smiley, et leurs histoires ne correspondaient pas. Ils devaient trouver pourquoi leurs alibis ne correspondaient pas. Il a répondu que Nathan était un jeune avec beaucoup d'argent et qu'il ne le croyait pas capable de poser un tel geste. Les enquêteurs sont persuadés que c'est Lynn qui l'a tué et ils ne croient rien de ce que leur raconte le détective. Les Stones refusent de se laisser abattre et ils prennent l'affaire entre leurs propres mains. Nous avons dépensé une fortune pour des jumelles, de l'équipement de vision nocturne et des appareils de détection.
Nous avons arpenté les champs et les forêts à la recherche d'indices. Nous avons utilisé les lunettes de vision nocturne pour espionner Nathan la nuit et pour voir ce qu'il faisait chez lui. On voulait trouver quelque chose de suspect. On espérait qu'il prenne son véhicule pour nous conduire quelque part. Nous étions prêts à creuser tout son terrain à la cuillère s'il le fallait. Hollingsworth se demande si le corps de Blake ne pourrait pas se cacher dans l'étang situé sur la propriété de Nathan. Les Stones décident de le fouiller sans la permission de Nathan. On y est allé vers 1h du matin. On a décidé de chercher dans l'étang nous-mêmes. Ils avaient pu le tuer et jeter son corps dans l'étang. Ils draguent le fond de l'étang avec des crochets. Les crochets s'agrippent à presque tout. On les lançait à l'autre bout de l'étang et on les ramenait lentement. On a dragué tout l'étang et on n'a rien trouvé. Malgré cet échec, les Stones continuent d'épier Nathan et celui-ci commence à s'énerver. Un jour, il les surprend en train de fouiller sa propriété et il perd la tête. Nathan a dévalé la côte à bord de sa camionnette. Il était fou furieux. Il allait tellement vite que les 4 roues de sa camionnette ont décollé de la route. Il en retirait un certain plaisir. Il provoquait les faibles et les petits pour ensuite observer leurs réactions. Il avait peur d'être pris. Sa paranoïa et son anxiété s'amplifiaient. Pendant un instant, Lee ressemble au diable en personne. Puis soudainement, il redevient le voisin qui se fait du souci. Il leur offre son aide. Mais Lynn refuse. Pour Nathan Lee, tout ça n'est qu'un jeu et il semble sur le point de gagner. Vu de l'extérieur, c'était impossible de dire si quelque chose était arrivé. Cependant, son complice Troy Smiley n'affiche pas le même calme olympien. La pression qu'exercent les Stones sur Lee et Smiley commençait à le perturber. Il était très déprimé depuis quelques mois. C'était comme s'il était arrivé quelque chose de grave dans sa vie. Smiley n'est pas aussi psychopathe que Nathan et ce secret le ronge de l'intérieur. Il est déprimé, il devient agité, c'est presque insupportable. 3 mois après avoir participé au meurtre de Blake, Troy devient paranoïaque. Comme un personnage d'Edgar Allan Poe, il tient à retourner là où ils ont enterré Blake. Et Nathan et lui y font une découverte troublante. Comme il avait plu pendant ces 3 mois, une partie de la terre qui recouvrait le corps avait disparu. Il était donc partiellement exposé. Personne ne doit le voir. Ils l'ont déterré, ils l'ont mis dans une bâche, puis dans un grand bac. Ils l'ont mis dans la camionnette de Nathan. On recevait des appels de gens à 2 ou 3 heures du matin qui nous disaient que Blake avait été vu à divers endroits. Peu importe l'heure, on s'habillait et on allait vérifier chaque information reçue. Smiley et Lee ont placé le corps de Blake dans le congélateur de Lee. Ainsi, Nathan Lee pouvait se targuer d'être supérieur aux enquêteurs parce qu'il les avait déjoués. Troy panique toujours, alors que Nathan est convaincu qu'ils ont réussi le meurtre parfait. Mais il n'a pas fini de s'amuser. Il appelle Lynn pour continuer de la tourmenter. Il a dit, « Lynn, je viens de voir Blake qui marchait dans la rue. » Trois mois après avoir tué Blake, le beau-fils de Lynn Stone, Nathan Lee la tourmente en lui annonçant l'avoir vu. Il ne lui révèle pas que le cadavre de Blake est caché dans son congélateur. J'ai reçu un appel de Nathan. Il était tout près de mon entrée.
Il m'a demandé s'il pouvait m'aider à le chercher et je lui ai dit « D'accord, j'arrive ». Lynn n'est pas dupe. Elle a un plan. Je voulais voir son visage. Je voulais chasser tout doute de mon esprit. Je voulais le revoir et voir son expression. Je devais savoir. Nathan l'attend près de la route. Et ce loup ne peut s'empêcher de montrer ses crocs. Il était détendu et il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucune trace de lui ici. Je lui ai répondu, en effet. Et plus je parlais de nos soucis, plus il souriait. Plus il inflige de la douleur aux autres, plus il jouit de la situation. C'était un jeu cruel du chat et de la souris. Nathan n'allait pas céder. Il emporterait son secret dans sa tombe. J'ai toujours cru que celui qui craquerait en premier serait Smiley. Troy n'est pas aussi psychotique que Nathan. Et la drogue et l'alcool ne suffisent plus pour lui faire oublier ses tourments. Il se confie à un ami dans l'espoir de trouver la paix. Il était incapable de garder ce terrible secret plus longtemps. Alors, il s'est confié à quelqu'un pour tenter de se soulager. Cet ami n'a rien dit pendant un jour ou deux, puis il l'a dit à sa mère, qui, elle, a prévenu le shérif. Les enquêteurs interrogent alors Troy. There's no question that you're involved. The important thing is that you tell me right now. Tell me where Blake is. Look, Nathan killed him. À leur grande surprise, il avoue tout. Nathan was the one who did it, okay? Nathan killed him. Quand le bouchon a sauté, Smiley a réalisé qu'il était dans le pétrin et il a dénoncé Lee pour tenter de se protéger. We were shooting at things and then... Il veut prendre l'avantage et tout avouer avant Lee, dans l'espoir de recevoir une sentence plus clémente. Nathan shot him in the back of the neck. Troy dénonce Nathan aux forces de l'ordre. He thought it would be like a fun thing to do. Il admet être impliqué dans le meurtre de Blake Stone et il dit aux enquêteurs où se trouve le corps. He's in a freezer. Yeah. Enfin, des réponses. Le shérif, le procureur du district et l'enquêteur principal sont venus chez nous à 17h le 1er juillet. Nous revenions de nos recherches et ils nous ont dit qu'ils avaient trouvé Blake. Ses parents ont dû endurer des mois de torture. Ils ne savaient pas ce qu'il était advenu de leur fils. Ils apprennent alors que son cadavre était dans un congélateur, juste de l'autre côté de la rue. Nathan Lee et Troy Smiley sont accusés de meurtre au premier degré et d'atteinte à un cadavre. Même s'ils ont été pris, les meurtriers ne sont pas nécessairement désolés pour autant. Smiley était à 1 mètre de moi, avec son habit de prisonnier. Il s'est retourné et il m'a souri. Sérieusement? Tu as tué mon enfant et tu me souris? Troy Smiley plaide coupable et est condamné à 25 ans de prison. Nathan Lee admet avoir tué Blake. L'héritier reçoit une peine de 30 ans de prison. Nathaniel Lee n'a jamais exprimé le moindre regret. Ils s'en sont pris à Blake parce que c'était facile. Ils voulaient tuer quelqu'un. Je suis convaincu que Blake n'aurait pas été leur dernière victime. L'enquête est enfin terminée. La réputation de Lynn est blanchie, mais la douleur persiste. Rien n'est comme avant. Je regarde par la fenêtre et je vois les arbres verts et le ciel bleu. Puis je me demande pourquoi tout est gris en dedans. J'aurais tout donné pour que ce soit moi. Tout. Ils ont détruit notre vie. Il faut un être démoniaque pour se demander ce que ça fait de tuer quelqu'un, puis de se tourner vers son meilleur ami et lui demander si ça l'intrigue lui aussi, pour ensuite décider d'agir. Lynn et Jeff Stone ont poursuivi Nathan pour homicide délictuel et ils ont eu gain de cause. Ils ont pu s'approprier l'argent et les biens du meurtrier de leur enfant.
Il compte ouvrir un jour un centre de traitement pour les jeunes à la mémoire de Blake. Nathan et Troy étaient unis par leur alliance meurtrière. Ils formaient un mélange explosif et destructeur. Quand on réunit deux individus dangereux comme Lee et Smiley, ce n'est pas 2 + 2 = 4, c'est 2 + 2 = 1 million.